Soudain, il m'a tiré à part et m'a chuchoté « Écoutez attentivement, prenez vos petits-enfants et quittez cette ville avant l'aube. » J'étais paralysé et lui ai demandé pourquoi. Il a sorti un petit sac en plastique et d'une voix tremblante, il a dit « Parce que j'ai trouvé cela dans la veste de votre fils. » Quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai eu le souffle coupé. Sans réfléchir, j'ai serré mes petits-enfants contre moi et... Heureusement que vous êtes là. Si vous regardez cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle a voyagé. À la tombée de la nuit, la chaleur de la journée collait encore à mes doigts, tandis que je portais le lourd panier de course. La sueur trempait ma chemise, et je marchais lentement dans la vieille rue où les murs écaillés racontaient l'histoire de tant d'années dans cette ville. Le pressing de Monsieur Laurent est apparu au coin de la rue. L'enseigne en bois décoloré se balançait dans le vent. Je me suis arrêté. J'ai sorti de ma poche le reçu jauni et froissé. Ce matin-là, Philippe, mon fils, l'avait placé dans ma main d'une voix douce mais pressée. « Papa, s'il te plaît, récupère ma veste en laine au pressing de Monsieur Laurent, j'ai des réunions toute la journée. » J'avais accepté sans trop réfléchir. Pour moi, c'était juste une tâche de plus, comme tant d'autres que je faisais toujours pour mes enfants. En entrant, l'odeur d'assouplissant s'est mêlée à la vapeur qui s'échappait d'un coin. Monsieur Laurent, un vieil homme avec des lunettes tombantes sur le nez, était derrière le comptoir, feuilletant un carnet de ses mains osseuses. Je lui ai tendu le papier. Il l'a regardé et a acquiescé sans rien dire. Il est allé dans l'arrière-boutique. Normalement, il envoyait le jeune homme qui travaillait avec lui, mais ce jour-là, il y est allé lui-même, marchant lentement, comme s'il voulait gagner du temps. J'ai attendu sans inquiétude, caressant l'anse du panier, ne pensant qu'à ce que j'allais cuisiner ce soir pour mes petits-enfants. Il est revenu avec la veste de Philippe, soigneusement emballée dans du plastique transparent, parfumé d'assouplissant. Mais au lieu de me la remettre, il s'est arrêté. Il l'a regardé autour de la pièce, s'assurant que personne d'autre n'était là. J'ai trouvé cela étrange et, avant que je puisse poser des questions, sa main rugueuse et calleuse a saisi mon bras avec force. « Monsieur Pierre » a-t-il murmuré d'une voix rauque, presque un murmure. « Venez ici un instant. » Sans me laisser le temps de réagir, il m'a conduit derrière un rideau usé qui couvrait l'arrière de l'établissement. L'odeur de chlore et de vapeur rendait la respiration difficile. Des piles de vêtements non repassés s'entassaient comme un mur désordonné, cachant quelque chose. « Vous devez voir ça », a-t-il dit d'une voix tremblante, tout en ouvrant un tiroir fragile sous le comptoir. De là, il a sorti un petit sac en plastique transparent, suffisamment petit pour faire battre mon cœur à toute vitesse. À l'intérieur, il y avait un reçu de virement bancaire, tamponné en rouge, avec un nombre si grand que j'ai dû regarder plusieurs fois pour m'assurer que je ne me trompais pas. Des milliers d'euros. Qui garderait une telle chose dans la poche d'une veste? Et à côté du papier, une photographie. Les visages innocents de Lucie et Mathieu, mes petits-enfants, avec des cercles dessinés au marqueur rouge. C'étaient des cercles tordus et colériques, comme s'ils avaient été dessinés dans un accès de rage ou, pire encore, avec une intention sinistre. J'ai senti le sang se figer dans mes veines. Mes mains étaient froides, comme de la glace. « Monsieur Laurent? Qu'est-ce que c'est ?» ai-je bégayé, la voix étouffée. Il a secoué la tête, ses yeux étaient pleins de peur, comme s'il ne supportait pas lui-même ce qu'il avait trouvé. « Monsieur Pierre, vous devez emmener vos petits-enfants immédiatement. Ne perdez pas une seconde, vous devez partir avant l'aube. » Sa voix était rauque, presque suppliante. Je voulais poser plus de questions, je voulais une explication, mais il a simplement poussé le sac dans ma main, répétant ce qu'il avait dit. « Je ne peux pas garder ça ici, c'est trop effrayant. » J'ai pris la veste avec des mains si tremblantes que j'ai failli la laisser tomber. J'ai mis le sac au fond de ma poche, avec l'impression de porter une bombe sur le point d'exploser. En sortant, mes pas étaient incertains, comme si je marchais dans l'air sans sentir le sol sous mes pieds. Il m'a tendu mon panier. Quelques tomates ont roulé, manquant de tomber sur le trottoir.
Dehors, le monde continuait son agitation habituelle. Les freins d'un bus qui grinçaient, les vendeurs ambulants qui criaient, les rires des enfants qui couraient dans la rue. Mais dans ma tête, seule la voix insistante de Monsieur Laurent résonnait, se répétant comme un glas funèbre avant l'aube. Le ciel s'est assombri. L'ombre du crépuscule a été engloutie par la nuit dense. Je suis entré dans la maison d'un pas lourd, comme si je portais des pierres. L'enveloppe scellée contenant le terrible secret était toujours au fond de ma poche, brûlant comme une malédiction. La grande maison, autrefois remplie des rires de Lucie et Mathieu, restait maintenant figée dans le silence. Auguste, mon fils, était en voyage d'affaires à Lyon, à des centaines de kilomètres. Nous n'étions que moi, mes deux petits-enfants, et le vide terrible que Philippe avait laissé derrière lui. Mon téléphone a vibré. Un court message de mon fils. « Papa, j'ai une réunion imprévue. Je vais être très en retard. S'il te plaît, occupe-toi des enfants. » J'ai regardé les mots sur l'écran et dans ma poitrine, une inquiétude sans nom est née. Était-ce vrai ou juste une excuse pour cacher quelque chose? Je suis entré dans le salon où Lucie et Mathieu étaient concentrés, jouant avec des blocs sur le vieux tapis. Lucie, la petite fille de 7 ans, aux grands yeux ronds, construisait soigneusement une petite maison avec des pièces colorées. « Papy, regarde, ma maison a une cheminée !» s'est-elle exclamée joyeusement, d'une voix claire comme des cloches. Mathieu, le petit garçon de seulement 4 ans, était à côté d'elle, serrant un dinosaure en plastique, murmurant une chanson sans paroles. Les voir m'a fait mal au cœur. Quelques heures auparavant, je pensais qu'ils étaient en sécurité dans les bras de leur famille. Mais maintenant, l'image des 2 cercles rouges sur la photo me hantait comme une menace invisible qui rôdait quelque part. J'ai forcé un sourire et caressé la tête de Lucie. « Très bien, mon amour. Repose-toi un peu. Papy va préparer le dîner. » Mais tout tournait dans ma tête. La voix de Monsieur Laurent résonnait sans cesse. « Nous devons partir avant l'aube. » Je ne savais pas de quoi je fuyais, mais mon instinct de grand-père me disait que ces 2 enfants ne pouvaient pas rester une minute de plus. Je suis allé silencieusement dans ma chambre, j'ai fermé la porte et, d'une main tremblante, j'ai composé le numéro de Robert, un ami médecin en qui j'avais pleinement confiance. Robert et moi avions traversé tant d'épreuves ensemble depuis les années difficiles, élevant des enfants jusqu'aux petites heures du matin, prenant soin de ma femme à l'hôpital. S'il y avait quelqu'un à qui je pouvais faire confiance maintenant, c'était lui. « Allô, Robert, c'est moi, Pierre » ai-je chuchoté, la voix nouée d'inquiétude. « J'ai besoin de ton aide. Connais-tu un taxi fiable, un qui pourrait faire un long voyage ce soir ?» Robert est resté silencieux un moment, percevant peut-être l'étrangeté dans ma voix. « Pierre, que se passe-t-il? Pourquoi cette urgence ?» J'ai respiré profondément. J'ai retenu mes larmes. Je ne peux pas expliquer maintenant. J'ai juste besoin d'un taxi, le plus vite possible. Robert n'a pas insisté. Il a simplement répondu brièvement. Je vais appeler mon frère. Il est chauffeur. Très discret. Attends 10 minutes. J'ai acquiescé, même en sachant qu'il ne pouvait pas me voir, et j'ai raccroché le cœur lourd. Je suis allé dans la cuisine. Mes mains bougeaient rapidement. J'ai pris du pain dans le placard, coupé quelques tranches de fromage, mis de côté quelques biscuits que les enfants adoraient. J'ai placé quelques bouteilles d'eau dans un petit sac, me demandant quoi d'autre emporter. Je ne savais pas où aller. Je savais seulement que mes petits-enfants ne devaient pas souffrir de la faim. J'ai regardé dans le salon. Lucie montrait à Mathieu comment construire un pont. Leurs rires étaient comme des couteaux dans ma poitrine. Eux, si innocents, si insouciants, sans imaginer la tempête qui était sur le point de s'abattre sur notre famille. Je me suis demandé si j'avais tort, si tout était un malentendu, et si j'exagérais. Mais alors, l'image de la photo avec les 2 cercles rouges est réapparue dans mon esprit, et j'ai réalisé que je n'avais pas d'autre choix. J'ai couru dans la chambre des enfants, ouvert l'armoire et pris quelques vêtements. Le pull bleu préféré de Lucie, le pyjama de super-héros de Mathieu, plusieurs paires de chaussettes.
J'ai aussi pris la poupée en laine que Lucie serrait toujours en dormant et la petite voiture dont Mathieu ne se séparait jamais. J'ai tout jeté dans une grande valise, en désordre, mais il n'y avait pas le temps de tout organiser. La lumière de la rue entrait par la fenêtre, clignotant comme des feux d'artifice sinistres, faisant battre mon cœur plus vite. J'ai fermé les rideaux, craignant qu'un voisin curieux ne remarque mon étrange comportement. Cette ville est petite, tout le monde connaît tout le monde, et je ne voulais pas que quiconque pose des questions. Mon téléphone a vibré à nouveau. Robert a écrit « Le taxi est arrivé, il est au coin de la rue. Le nom de mon frère est Michel. Tu peux lui faire confiance. » J'ai respiré profondément, essayant de me calmer. Je suis allé dans le salon, me suis agenouillé à côté de Lucie et ai doucement secoué son épaule. « Viens, mon amour », ai-je chuchoté de la voix la plus douce que j'ai pu. « Mets ton manteau, nous allons faire une promenade nocturne. » Lucie a levé les yeux grands ouverts, surprise. « Une promenade nocturne? Où, papy ?» J'ai souri, même si j'étais noué à l'intérieur. « Dans un endroit très amusant. Mais nous devons y aller maintenant. Sinon, ce sera trop tard. » Mathieu a frotté ses yeux, commençant à se plaindre d'avoir été dérangé. « J'ai sommeil, papy », a-t-il murmuré, somnolent. J'ai sorti un bonbon de ma poche et l'ai placé dans sa main. « Prends, sois gentil, viens avec moi, tu pourras te rendormir après. » Mathieu a souri largement et a rapidement oublié sa fatigue. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai pris la main de Lucie et j'ai couru vers le taxi qui attendait au coin de la rue. Le couloir menant à la porte semblait interminable. Mes sandales traînaient sur le sol froid, pressées et tremblantes. J'ai installé les enfants sur la banquette arrière et ai soigneusement attaché leur ceinture de sécurité. Lucie a serré sa poupée, me regardant avec curiosité, mais toujours avec confiance. Mathieu a bâillé longuement, posant sa tête sur l'épaule de sa sœur. Je me suis assis à côté d'eux, tenant ma valise contre ma poitrine, le cœur lourd. Le chauffeur, un homme d'âge moyen au visage fatigué, m'a regardé dans le rétroviseur. « Où allez-vous à cette heure ?» a-t-il demandé, préoccupé. J'ai dégluti, ma voix étranglée. « À la gare, s'il vous plaît, le plus vite possible. » La voiture a démarré, brisant le silence de la nuit. Par la fenêtre, j'ai regardé la maison disparaître dans l'obscurité, comme une tombe qui garde des secrets et des trahisons. La gare de Lyon à minuit était aussi animée qu'un marché qui ne dort jamais. Les néons verts et rouges brillaient sur de vieilles affiches, éblouissant mes yeux. Les cris des vendeurs ambulants, les klaxons des bus et le grincement des valises roulant sur le béton se mêlaient en un concert chaotique. Et pourtant, ce désordre me faisait me sentir plus en sécurité, comme si mes petits-enfants et moi pouvions nous perdre dans la foule et échapper au regard invisible qui nous guettait. J'ai tenu fermement la main de Lucie. Mathieu dormait profondément sur mon épaule, son souffle chaud dans mon cou, me rappelant de rester fort, même si je me sentais brisé à l'intérieur. Je me suis approché du guichet, essayant de paraître calme en demandant « 3 billets pour Marseille, le dernier train de la journée ». Le vendeur, un homme à la moustache ébouriffée, m'a regardé, moi et les enfants. Puis, il a glissé 3 billets par la fenêtre. Il part immédiatement. « Montez vite ou vous allez le manquer », a-t-il dit d'un ton monotone. J'ai acquiescé. J'ai payé et me suis tourné vers Lucie, forçant un sourire. « Nous allons rendre visite à un parent éloigné. Nous allons bien nous amuser. » La petite fille a acquiescé, bien que ses grands yeux reflètent la curiosité. « Quel parent, papy ? Je le connais. » J'ai caressé sa tête, évitant son regard. « C'est un parent d'avant. Tu ne l'as pas encore rencontré. Dors un peu, la route est longue. » Lucie a acquiescé à nouveau, serrant sa poupée en laine avec force et fixant la fenêtre du train. Le train est parti. Le bruit du moteur a brisé le silence de la nuit. Mathieu s'est endormi sur mon épaule, la tête baissée et la main tenant encore sa petite voiture. J'ai regardé les lumières de la rue passer, floues comme des souvenirs qui s'estompaient. Marseille, l'endroit où j'avais vécu il y a plus de 20 ans, était la seule option qui me venait à l'esprit à ce moment-là.
C'est là que ma femme et moi avions construit les premières années de notre mariage, où Auguste était né et où un jour je m'étais senti en sécurité. Maintenant, j'espérais seulement que cette ville serait un refuge pour nous trois, même si ce n'était que temporaire. Mais au fond, je savais que je ne fuyais pas seulement. Je cherchais un moyen de faire face à une vérité que je n'osais pas encore nommer. Quand nous sommes arrivés à Marseille, c'était déjà l'aube. La lumière pâle de l'aube filtrait à travers les toits anciens. J'ai pris Mathieu et ai emmené Lucie dans une petite pension cachée derrière la place centrale. La chambre était étroite, avec une légère odeur de moisi et un lit double recouvert de draps décolorés. J'ai installé les deux enfants dans le lit et les ai bordés. « Papy !» Lucie a murmuré en dormant. « Où est papa ?» Cette question a transpercé mon cœur comme une dague. J'ai seulement caressé sa tête et chuchoté « Dors, ma chérie. Ton père est occupé, il reviendra bientôt. » Mais je savais bien que c'était un mensonge. Philippe, le fils que j'avais tant aimé, était maintenant une énigme, une ombre sombre que je n'osais pas affronter. Je me suis assis près de la fenêtre, les mains entrelacées et l'esprit en ébullition. Le sac en plastique était toujours dans la poche de mon manteau, lourd comme une malédiction. Le reçu de virement, la photo avec 2 cercles rouges et l'avertissement de Monsieur Laurent. C'étaient des pièces d'un puzzle que je ne savais même pas par où commencer. J'ai pensé à Auguste, mon autre fils, qui était loin. Je voulais l'appeler, tout lui dire, mais chaque fois que je prenais le téléphone, je m'arrêtais. Si j'avais tort, si tout était un malentendu, cela détruirait sa famille. Mais si j'avais raison, si Philippe était vraiment impliqué dans quelque chose de terrible, comment pourrais-je dire à son frère que l'homme qu'il admirait, le père de Lucie et Mathieu, pourrait nous trahir? Au milieu de la confusion, une idée m'est venue. Je devais aller à l'église. Le père François, le vieux prêtre de Marseille, était le seul en qui je pouvais avoir confiance à ce moment-là. Il était avec moi quand ma femme est morte. Il m'a tenu la main dans mes jours les plus sombres. Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver le chemin, c'était lui. J'ai décidé que ce matin-là, j'emmènerais Lucie et Mathieu à la messe, pour prier pour la paix et aussi pour chercher une issue. Le lendemain, j'ai réveillé Lucie et Mathieu. Je les ai aidés à s'habiller. « Venez à l'église avec moi et après je vous achèterai une glace », leur ai-je dit, feignant la joie dans ma voix. Mathieu s'est exclamé avec enthousiasme. « Chocolat, papy !» J'ai souri et acquiescé, même si j'étais inquiet à l'intérieur. Nous avons marché jusqu'à l'église Saint-Laurent, où les vieux murs de pierre et le son des cloches transmettaient un sentiment inhabituel de calme. Lucie a pris ma main, tandis que Mathieu courait devant avec sa petite voiture accrochée à ses doigts. En les regardant, tout ce que je demandais, c'était de pouvoir préserver cette innocence pour toujours. Le père François m'a reconnu dès que je suis entré dans l'église. Ses cheveux blancs brillaient à la lumière qui entrait par les vitraux et ses yeux gentils mais pénétrants me regardaient. « Pierre, cela fait longtemps. Que fais-tu ici avec tes petits-enfants? Quelque chose ne va pas ?» J'ai simplement acquiescé, incapable de parler devant les enfants. Après la messe, j'ai laissé Lucie et Mathieu jouer dans la cour de l'église où d'autres enfants couraient. J'ai demandé au père François de parler en privé dans une petite salle silencieuse derrière l'autel. L'odeur du vieux bois et de la cire fondue m'a aidé à mieux respirer. Rassemblant mon courage, je lui ai tout raconté. La veste de Philippe, le reçu de virement d'une somme énorme et la photo de Lucie et Mathieu avec 2 cercles rouges effrayants. Je lui ai remis le sac en plastique d'une main tremblante. Le père François est resté silencieux pendant un long moment. Ses mains se sont serrées. Son visage s'est durci. Finalement, il a soupiré et dit d'une voix profonde « Pierre, ceci dépasse ce qu'un prêtre peut supporter. Ce n'est pas seulement une question familiale. C'est un danger beaucoup plus grand. Tu as besoin de quelqu'un qui comprend le droit. » Il a fait une pause. Il m'a regardé avec une profonde préoccupation. « Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Claire, une avocate et très bonne paroissienne ici. Elle saura quoi faire. » J'ai acquiescé, sentant un rayon d'espoir scintiller dans l'obscurité.
Cet après-midi même, dans le petit confessionnal, j'ai rencontré Claire pour la première fois. Elle était jeune, peut-être un peu plus de 30 ans, avait les cheveux courts et des yeux si perçants qu'il semblait tout voir. Elle portait des gants en latex, a ouvert le sac avec soin et a examiné le reçu sous la lumière jaunâtre. Ce code de transaction appartient à une société écran enregistrée à Nice, a-t-elle dit, tapant rapidement sur son ordinateur portable. Son visage était sérieux et concentré. Une entreprise inexistante, a-t-elle ajouté, pointant la dernière ligne du document signé par Martin Dubois. Ce nom ne signifiait rien pour moi, mais quand Claire a regardé le père François, ils ont échangé un regard plein de signification. Cet homme a été impliqué dans des fraudes financières et du blanchiment d'argent, a dit Claire à voix basse. Ce n'est rien de simple, Pierre. J'ai senti mes mains, appuyées sur la table en bois, commencer à trembler. Mais pourquoi mes petits-enfants? Pourquoi leurs visages sont-ils marqués en rouge? Ai-je demandé, la voix brisée. Claire n'a pas répondu immédiatement. Elle m'a simplement regardé avec compassion. Nous devons enquêter davantage, a-t-elle finalement dit. Mais d'abord, vous et les enfants devez rester ici où vous êtes en sécurité. Je vais contacter quelques collègues de confiance pour enquêter. Le père François a posé sa main sur mon épaule, sa voix douce mais ferme. Pierre, Dieu vous protégera, vous et vos petits-enfants, mais vous devez être fort pour eux. J'ai serré Lucie et Mathieu dans mes bras en sortant de l'église, tandis que le soir gris recouvrait les rues pavées. Les cloches sonnaient derrière, me rappelant que je n'étais plus seul. Le lendemain, je me suis retrouvé devant la porte d'une pension à Marseille, le cœur en feu. Lucie et Mathieu jouaient dans la cour de Robert, mon vieil ami médecin, en qui j'avais pleinement confiance. À travers la clôture en bois, je les ai observés. Lucie apprenait à Mathieu à souffler des bulles de savon, et leur rire cristallin remplissait la matinée ensoleillée. J'ai souri, mais ce sourire pesait comme si chaque seconde que je passais là était volée. « Robert, peux-tu t'occuper des enfants pendant une journée ?» ai-je demandé, essayant de rester calme. « Je dois retourner en ville pour résoudre quelques problèmes personnels importants. » Robert m'a regardé. Ses yeux perçants semblaient vouloir en demander plus, mais il a simplement acquiescé. « Ne t'inquiète pas, Pierre, les enfants seront bien avec moi. Je leur préparerai un flan et leur raconterai des histoires. » J'ai serré sa main sans rien dire de plus, mais avec une gratitude infinie dans mon cœur. J'ai pris le premier train du matin pour revenir à Paris. Recroquevillé sur le siège du fond, avec le sac zip encore dans la poche de mon manteau, comme un rappel constant du terrible secret que je portais. Le paysage défilait devant la fenêtre, les champs de lavande secs, les maisons délabrées. Mais je ne voyais rien d'autre que l'image des deux cercles rouges sur la photo de Lucie et Mathieu. Je me demandais ce que je faisais, si c'était juste de laisser mes petits-enfants derrière et de revenir dans cet endroit dangereux. Mais je savais que si je voulais les protéger, je devais découvrir la vérité, aussi cruelle soit-elle. La maison familiale est apparue quand le train s'est arrêté à la dernière station. Elle était silencieuse, froide. Ce n'était plus le foyer que mon fils et moi avions construit pendant tant d'années. Maintenant, elle ressemblait à une scène de crime qui m'attendait pour être découverte. J'ai sorti la clé de rechange du fond de mon sac. D'une main tremblante, j'ai ouvert la grille. Le grincement des gonds a résonné dans le silence, me faisant tourner la tête avec surprise. La rue était déserte. Seuls quelques chiens aboyaient au loin. Je suis entré et j'ai fermé la porte, sentant que je traversais vers un autre monde où tout ce en quoi j'avais cru pouvait s'effondrer. Le salon était comme la veille, quand je l'avais quitté. La légère couverture de Philippe jetée négligemment sur le canapé, comme s'il avait été là il y a à peine quelques heures. À côté, une tasse de café à moitié bue, la mousse séchée transformée en une tache brune. Je suis resté là, regardant autour, essayant de trouver un signe, un indice qui expliquerait ce qui se passait. Mais l'air à l'intérieur de la maison était lourd, comme si même les murs gardèrent des secrets. Je n'ai plus hésité.
et je suis allé directement dans la chambre de Philippe où je savais qu'il y avait quelque chose que je devais vérifier sous l'armoire. Le petit coffre-fort gris était toujours là, immobile, comme un complice silencieux. Je me suis souvenu de l'anniversaire d'Auguste il y a quelques mois, quand Philippe, ivre après plusieurs verres de champagne, a laissé échapper à haute voix la combinaison en riant avec moi. « Papa, tu ne peux pas imaginer. Auguste me dit toujours de changer le code, mais j'aime celui-là, 12 mai 2018, le jour du mariage. » À ce moment-là, j'ai simplement ri, pensant que c'était un détail sans importance. Mais maintenant, cette séquence était la clé pour ouvrir la porte vers la vérité. Je me suis agenouillé, j'ai tiré le coffre-fort couvert de poussière. Mes mains tremblaient en tournant chaque numéro. 2-0-5-18. Le clic sec a résonné comme un coup de feu dans le silence, faisant sursauter mon cœur. J'ai ouvert la lourde porte du coffre-fort, respirant difficilement. À l'intérieur, des liasses de billets en euros empilés avec ordre. Les billets verts brillaient et m'ont laissé stupéfait. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'euros. Une somme que ma famille n'avait jamais rêvé de posséder. À côté d'eux, un tas de passeports et de cartes d'identité falsifiées avec des noms inconnus. Marie Leclerc, Jean Dumont, Philippe Morel. Je les ai feuilletés un par un, le cœur battant, comme si je lisais la liste des fantômes. Dans un coin, il y avait 2 téléphones portables scellés, prêts à être activés dans un plan quelconque. Mais ce qui m'a coupé le souffle, ce sont les papiers au fond. 3 billets d'avion en classe affaires de Paris à Madrid, au nom de Philippe, Lucie et Mathieu. Le nom d'Auguste n'y figurait pas. Je les ai vérifiés encore et encore, espérant me tromper, mais la froide vérité était comme un couteau qui me transperçait la poitrine. Philippe prévoyait de s'échapper, d'emmener mes petits-enfants et de laisser son frère comme un obstacle. J'ai sorti une enveloppe de plus avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une photo. Philippe souriant radieusement à côté d'un homme inconnu, élégant dans un costume noir. Derrière la photo, un griffonnage écrit à la main « Montmartin ». Ce nom, Martin Dubois, correspondait à la signature sur le reçu du virement. Toute la pièce a commencé à tourner. L'air s'est épaissi et j'avais du mal à respirer. Je me suis assis par terre, le dos appuyé contre le meuble. La photo est tombée de mes mains. Philippe, le fils que j'avais aimé comme la prunelle de mes yeux, celui qui cuisinait avec moi lors des repas familiaux, celui qui m'avait serré dans ses bras en pleurant quand Auguste a eu des problèmes au travail. Cet homme nous trahissait. Il ne trahissait pas seulement son frère, il prévoyait aussi d'emmener mes 2 petits-enfants comme s'ils faisaient partie d'un plan. J'ai pensé à Lucie avec son sourire innocent quand elle me dessinait, et à Mathieu avec cette habitude d'embrasser mes genoux chaque fois que je cuisinais. Comment pouvait-il être si cruel ? Comment a-t-il pu entourer leur visage avec un marqueur rouge comme s'ils étaient une marchandise ? À cet instant, le bruit familier de la moto de M. Pierre, le voisin, a retenti dans la rue. J'ai sursauté, pressé, j'ai tout remis dans le coffre-fort, essayant de le laisser comme avant. Mes mains tremblaient tellement qu'un passeport est tombé, mais j'ai réussi à le ramasser. J'ai poussé le coffre-fort à sa place et l'ai fermé. Mon cœur battait si fort qu'on aurait dit celui d'un coupable. Je me suis levé, j'ai essuyé la sueur de mon front et j'ai essayé de me calmer. En allant vers la porte, j'ai vu une enveloppe déchirée dans la poubelle de la cuisine, avec le logo d'une banque étrangère, brillant sous la lumière. Instinctivement, je l'ai prise. Je l'ai mise dans la poche de ma veste sans réfléchir. Lorsque la porte s'est fermée derrière moi, avec un claquement, je suis sorti dans la rue comme si je flottais. Je savais que je ne fuyais pas seulement. Dans ma poche, je portais la preuve d'un plan terrible. Philippe prévoyait de s'enfuir avec Martin, emportant une fortune, abandonnant son frère Auguste et, pire encore, emmenant mes 2 petits-enfants comme faisant partie du plan. Je suis retourné à la pension à Marseille, les jambes lourdes comme du plomb et la poche contenant toujours ces horribles preuves de la maison. C'était déjà midi.
La lumière terne du soleil filtrait à travers les fentes des rideaux minces et tombait sur le plancher de bois vieux. Lucie et Mathieu venaient de se réveiller de leur sieste. Ils étaient sur le lit, se frottant les yeux. Lucie, les cheveux ébouriffés, a levé son visage vers moi. Ses grands yeux innocents. « Papy, quand rentrons-nous à la maison avec papa ?» Sa question était comme un couteau dans la poitrine. Je me suis agenouillé, j'ai caressé ses cheveux et j'ai essayé de sourire, bien que je sache que le sourire était forcé. « Bientôt, mon amour. Ton papa est occupé avec quelque chose. Reste quelques jours de plus avec moi. » Ma gorge s'est serrée. Je n'ai pas pu en dire plus. Mathieu, serrant son dinosaure en plastique, a interrompu. « Papy, je veux des biscuits. » J'ai acquiescé. J'ai sorti un paquet de mon sac et le lui ai donné, juste pour cacher que mes mains tremblaient encore. J'ai emmené les deux petits-enfants dans la petite cour de la pension où il y avait une vieille balançoire. « Jouez un moment, je vous regarde d'ici », leur ai-je dit, essayant de paraître calme, mais à l'intérieur, je sentais que j'étais au bord du gouffre. Ce que j'avais trouvé dans le coffre-fort, des liasses d'argent, des passeports falsifiés, des billets d'avion et la photo de Philippe avec Martin, ne cessait de me tourmenter. Je savais que je ne pouvais pas rester ici pour toujours, ni continuer à fuir sans affronter la vérité. Mais comment pouvais-je protéger mes petits-enfants si leur propre père, en qui j'avais jadis eu confiance, faisait partie de ce cauchemar? Dans l'après-midi, Claire est arrivée. C'est pas été rapide, mais ses yeux reflétaient l'inquiétude. Elle était accompagnée de deux hommes, vêtus en civil, bien que leur allure laisse clairement transparaître un professionnalisme froid. Ils se sont présentés comme des agents de la police judiciaire, montrant des badges avec des sceaux officiels. « Monsieur Pierre, je suis l'officier Rémy », a dit l'un d'eux d'une voix grave et ferme. « Voici mon collègue, l'officier David. Nous avons besoin de voir tout ce que vous avez trouvé. » J'ai acquiescé et les ai conduits dans l'étroite chambre de location où une petite table en bois était devenue le centre de toute la vérité. J'ai tout étalé sur la table, le reçu d'un virement avec une somme énorme, l'enveloppe de la banque, une photo de Philippe souriant aux côtés de Martin, 3 billets d'avion pour Madrid et un tas de passeports falsifiés. Chaque objet était comme un nouveau coup de poignard, me rappelant la trahison de mon fils. L'officier, David, a pris un téléphone encore scellé et l'a connecté via un câble USB à un petit appareil. L'écran de son ordinateur portable s'est allumé, montrant des lignes de commande qui défilaient à toute vitesse. « Nous pouvons récupérer les données effacées », a-t-il dit sans lever les yeux. « Ces choses gardent généralement plus d'informations que les gens ne le pensent. » Je suis resté assis, les mains entrelacées, le cœur battant fort. Dehors, Lucie et Mathieu jouaient dans la cour. Leurs rires arrivaient jusqu'à l'intérieur, mais je n'osais pas regarder. Je sentais que si je perdais une seconde de contrôle, je laisserais échapper la douleur qui m'étouffait. Après quelques minutes de tension, David a tourné l'écran vers moi. Là, il y avait un dossier de photos et dans la première apparaissait à nouveau l'image de Lucie et Mathieu. Leurs visages innocents étaient entourés aux marqueurs rouges, déformés, avec une intention cruelle. J'ai retenu ma respiration, comme si l'air de la pièce avait disparu. L'officier Rémy a pointé l'écran du doigt. Sa voix a baissé de ton, comme s'il voulait éviter que je m'effondre. « Monsieur, ce n'est pas une marque personnelle. C'est un symbole utilisé dans les réseaux de traite d'êtres humains. » Le mot « traite » a résonné comme un tonnerre, me laissant paralysé. Il a agrandi l'image et montré une série de chiffres minuscules dans le coin. C'est un code de transaction. Le cercle rouge signifie « cible sélectionnée ». Les enfants font partie d'un plan beaucoup plus grand. Instinctivement, j'ai embrassé mes petits-enfants dans mes pensées, bien qu'ils soient dehors, comme si je pouvais les protéger de cette terrible vérité. Mes yeux se sont remplis de larmes, mais j'ai refusé de pleurer. Je ne voulais pas que les petits me voient ainsi. « Vous voulez dire qu'il prévoit de vendre mes petits-enfants » ai-je demandé d'une voix tremblante, à peine audible. Rémy a acquiescé avec un regard plein de compassion. « Nous ne connaissons pas encore tout le plan, mais ces preuves pointent vers un réseau criminel organisé. Et l'homme sur cette photo,
Il a pointé Philippe, est très probablement complice. Claire a posé sa main sur mon épaule et sa voix tremblait aussi. Monsieur Pierre, ce n'est plus une affaire de famille, c'est une affaire pénale extrêmement grave. Nous allons faire tout notre possible pour protéger les enfants. Mais ces paroles n'ont pas réussi à calmer la tempête en moi. Philippe, le fils que j'avais aimé comme la prunelle de mes yeux, celui qui était avec moi quand Mathieu est né, celui qui a partagé des rires lors de tant de soirées en famille. Comment pouvait-il être si cruel ? Comment pouvait-il transformer 2 enfants, sa propre chair et son sang, en cible d'une sale affaire ? David a continué à taper sur l'ordinateur portable, extrayant les messages qui avaient été effacés. Un message court mais froid est apparu. 2 cibles choisies, assurer la livraison à temps. Le message avait été envoyé depuis le numéro de Philippe à un numéro inconnu signé MD Martin Dubois. J'ai senti le sang dans mon corps comme s'il gelait. Il a vraiment fait ça ? Ai-je murmuré, sans savoir à qui je parlais. Claire m'a pris la main, la serrant doucement. « Pierre, je sais que ça fait très mal, mais vous devez être fort pour vos petits-enfants. » On m'a dit de rester calme, d'agir comme si de rien n'était. « Ne communiquez pas avec Philippe, » a dit Rémi d'une voix ferme. « Il ne doit pas savoir ce que vous avez découvert. Nous avons besoin de temps pour enquêter davantage. » J'ai acquiescé, mais mon cœur était en boule. Comment pouvais-je feindre la normalité quand chaque respiration portait la douleur de la trahison ? Comment pouvais-je regarder Lucie et Mathieu dans les yeux en sachant que leur père avait prévu de les vendre comme une marchandise ? J'ai ramené les 2 petits-enfants dans la chambre, essayant de jouer avec eux comme toujours. « Papy, raconte-moi l'histoire du vampire », a insisté Mathieu en grimpant sur mes genoux. J'ai serré le petit garçon contre moi et lui ai raconté l'histoire qu'il aime. Mais ma voix s'est brisée comme si j'étais moi-même perdu dans un cauchemar. Lucie était à côté, dessinant avec des crayons de couleur, fredonnant une chanson. Je l'ai regardée et ma poitrine me faisait mal comme si on la coupait. Ils étaient insouciants, innocents, sans savoir que leur monde avait été sur le point d'être détruit par le même père qu'ils aimaient. Dehors, les nuages noirs avançaient et une averse soudaine est tombée. La pluie frappait fort le toit de tôle de l'auberge, marquant le rythme du désordre dans ma poitrine. J'ai tiré les rideaux. J'ai serré les enfants dans mes bras, essayant de les protéger de la tempête dehors et de la tempête en moi. Le lendemain matin, une voiture noire s'est arrêtée devant l'auberge. Sans plaque d'immatriculation, sans lumière, mais je savais que c'était un véhicule de la police nationale. Claire avait appelé avant pour me prévenir de me préparer. « Pierre, aujourd'hui, nous allons tout planifier », a-t-elle dit au téléphone, sa voix assurée, bien qu'avec une touche d'inquiétude. J'ai rapidement mis un pull. J'ai réveillé les 2 petits-enfants et leur ai demandé de rester avec Robert un jour de plus. « Où vas-tu, papy ?» a demandé Lucie avec ses grands yeux curieux. J'ai caressé sa tête en essayant de forcer un sourire. « Je vais voir un vieil ami. Je reviens cet après-midi pour vous voir. » Mathieu, grignotant un biscuit, a acquiescé sans poser plus de questions. Je leur ai donné un baiser sur le front et suis sorti vers la voiture, le cœur lourd, comme si je portais le monde entier sur mes épaules. Le bureau de la police nationale à Marseille était caché derrière une rue étroite, sans aucune pancarte indiquant que des affaires graves y étaient traitées. Je suis entré et on m'a conduit dans une petite salle de réunion où flottait l'odeur de vieux café et de papier. Claire m'attendait déjà, assise à une longue table. En face, il y avait 3 officiers, Rémi, David et une officière nommée Sylvie, dont le regard était à la fois sévère et doux. « Monsieur Pierre, nous avons examiné les preuves que vous nous avez remises », a commencé Rémi d'une voix grave mais tranchante. C'est une grosse affaire liée à un réseau criminel international. Nous avons besoin de votre coopération pour capturer Philippe et Martin. Ils ont expliqué le plan. Créer une scène fictive où Lucie et Mathieu auraient disparu pour faire paniquer Philippe et Martin et révéler leurs mouvements. Nous allons surveiller toute leur communication, a dit Sylvie en pointant un écran qui montrait la carte de la ville.
Nous avons installé un dispositif d'écoute sur le téléphone de Philippe et nous suivons le numéro de Martin. Ils vont communiquer entre eux et nous aurons alors suffisamment de preuves. J'ai écouté, mais mon cœur s'est serré. Et mes petits-enfants seront en sécurité ? Ai-je demandé d'une voix tremblante, incapable de cacher ma peur. Sylvie a posé sa main sur mon épaule, avec un regard ferme, tranquille. Nous avons prévu un refuge absolument sûr pour les enfants. Vous pourrez faire des appels vidéo quand vous voulez pour les voir. On m'a emmené dans une autre pièce où une assistante sociale jouait avec Lucie et Mathieu dans une pièce pleine de jouets. Lucie colorait un dessin et Mathieu construisait un Lego tout en murmurant une histoire sur un vaisseau spatial. En les regardant, j'ai eu envie de pleurer. Ils ne savaient pas que j'essayais de les protéger de leur propre père. « Monsieur Pierre, les enfants resteront ici avec moi », a dit l'assistante sociale d'une voix douce. « Je m'occuperai d'eux comme s'ils étaient mes propres enfants. » J'ai acquiescé. J'ai serré fort mes 2 petits-enfants une fois de plus avant de partir, sentant que je laissais une partie de mon cœur. Ce soir-là, je suis retourné à la pension et me suis assis seul dans la petite pièce, le téléphone à la main attendant. Claire et David étaient avec moi. Le dispositif d'écoute était sur la table et l'écran de l'ordinateur portable brillait avec les messages qui étaient surveillés. Comme prévu, mon téléphone a vibré, un message de Philippe sur un ton désespéré. « Papa, où es-tu? As-tu vu les enfants? Ils ont disparu. J'ai appelé la police. Je suis mort de peur. » J'ai lu le message et j'ai senti mon cœur se serrer. Comment pouvait-il feindre ainsi? Comment pouvait-il écrire ces mots alors qu'il avait lui-même prévu d'emmener mes petits-enfants? David m'a indiqué de ne pas répondre. Il a simplement secoué doucement la tête. « Laisse-le s'empêtrer tout seul », a-t-il murmuré. Une demi-heure plus tard, le téléphone de Philippe a appelé un numéro inconnu. Le dispositif d'écoute s'est activé et sa voix a retenti dans le haut-parleur, nerveuse et tremblante. « Martin, les enfants ont disparu. J'avais tout préparé, mais je ne les trouve nulle part. » La voix de l'homme, à l'autre bout, était rauque et agacée. « Calme-toi. Nous ne pouvons pas faire marche arrière maintenant. Les billets d'avion sont déjà achetés. L'acheteur de l'autre côté attend. Si nous n'avons pas la marchandise, nous aurons un gros problème. » Le mot « acheteur » était comme un couteau s'enfonçant dans ma peau. J'ai serré le poing, les ongles enfoncés dans ma paume, essayant de contenir mes larmes. Lucie et Mathieu, mes 2 petits anges, être appelés marchandises. Je voulais crier. Je voulais aller affronter Philippe. Mais David m'a fait signe de garder le silence d'un regard froid. L'appel s'est terminé, mais Philippe a continué à envoyer des messages à Martin. « Si nous ne trouvons pas les enfants, tout le plan s'effondrera. Tu dois faire quelque chose. » David a esquissé un sourire glacial. « Qu'il s'effondre, c'est ainsi que ça doit être, » a-t-il dit d'une voix grave. « Cet aveu sera une preuve irréfutable au procès. » Claire m'a pris la main et l'a serrée doucement, comme pour me donner de la force. « Pierre, nous avons presque terminé, » a-t-elle dit. Mais sa voix s'est aussi brisée, comme si elle-même ressentait ma douleur. Je suis resté là, les mains glacées, serrées, ressentant à la fois une peur profonde et un étrange soulagement. Soulagement parce que je savais que Philippe et Martin étaient en train de creuser leur propre tombe, mais la douleur continuait à comprimer ma poitrine. J'ai pensé aux jours passés, quand Philippe était un jeune homme timide, nouvellement diplômé, quand il s'asseyait avec moi dans la cuisine, pétrissant du pain, et me racontant son rêve d'ouvrir une petite boutique. Je l'ai aimé. Je pensais qu'il était un bon père, mais maintenant, chaque souvenir était comme une blessure qui s'ouvrait davantage à chaque fois que je l'évoquais. Dehors de la fenêtre, la nuit était épaisse, sans une seule étoile. J'ai entendu le doux murmure de plusieurs moteurs de voitures, sans lumière, stationnés silencieusement au coin de la rue. Elles étaient comme des bêtes aux aguets, attendant patiemment le bon moment. J'ai regardé Claire, puis David, et j'ai senti que j'entrais dans une partie d'échecs dont j'ignorais la fin. « Pierre, vous avez fait ce qu'il fallait », a dit Claire d'une voix basse mais ferme. « Vous avez sauvé vos petits-enfants. » J'ai acquiescé,
mais intérieurement je commençais à douter. Les avais-je vraiment sauvés ou étais-je simplement en train de les entraîner dans un nouveau cauchemar? Cette nuit-là, l'obscurité a recouvert Marseille comme un voile dense. J'étais assis dans un véhicule de commandement de la police nationale, stationné à 2 rues d'un hôtel bon marché en périphérie. L'air à l'intérieur de la voiture était lourd, avec l'odeur d'huile de moteur et de café froid se mélangeant et rendant ma respiration encore plus difficile. Claire était à mes côtés, son regard dur comme l'acier, mais avec les mains fortement entrelacées, comme si elle essayait de contenir sa tension. L'officière Sylvie, qui m'avait rassuré ce matin-là, ajustait la radio. Sa voix grave mais claire. « Pierre, restez simplement ici, écoutez, nous nous occupons de tout. » Mais comment pouvais-je être calme si mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine? Lucie et Mathieu étaient en sécurité dans la salle de jeu de la police. Mais le simple fait de savoir que j'étais sur le point d'assister à la trahison de mon fils me faisait trembler. Par la radio, on entendait des ordres courts, tranchants comme des couteaux. Équipe Alpha, position au coin nord-est. Équipe Bravo, contrôle à la sortie arrière. La cible se dirige vers le point de rendez-vous. J'ai serré mes mains avec force, les ongles s'enfonçant dans mes paumes, essayant de ne pas montrer ma peur. Claire a posé une main sur mon épaule et a murmuré « Pierre, tout se terminera ce soir. Vous avez bien fait de sortir les enfants de là. » J'ai acquiescé, mais les larmes coulaient déjà silencieusement sur mes joues. Bien fait? Qu'avais-je fait à part fuir et demander de l'aide? Cependant, au fond de mon cœur, je savais que je n'avais pas d'autre choix. Je devais protéger mes petits-enfants, même si le prix à payer était d'affronter la déchirante vérité sur mon fils, que j'avais jadis aimé comme la prunelle de mes yeux. Sylvie a ouvert la transmission en direct du dispositif d'écoute, et la voix de Philippe a résonné, tremblante et précipitée. « Martin, je ne comprends pas. Où sont-ils? Sans eux, qu'allons-nous livrer dans l'accord ?» Chaque mot me coupait comme un couteau. « Accord !» Ce mot m'a donné envie de crier, de me jeter sur lui et de le gifler. Comment pouvait-il appeler Lucie et Mathieu, ses propres enfants, comme s'ils étaient une marchandise? La voix rauque et âpre de Martin a répondu « Tais-toi, allons d'abord à l'hôtel. L'intermédiaire nous y attend déjà. Si nous n'apportons pas la marchandise, nous sommes finis. » J'ai retenu mon souffle comme si l'air à l'intérieur de la voiture s'était évaporé. Intermédiaire, marchandise. Ces mots étaient des aiguilles dans ma poitrine, me rappelant que ce n'était pas seulement une trahison familiale, mais un crime monstrueux. Sylvie a chuchoté dans la radio « La cible est entrée dans le parking. Préparez-vous à agir. » J'ai entendu à travers le microphone le coup sec d'une porte qui se ferme, puis des pas rapides sur le ciment. J'ai imaginé Philippe et Martin, 2 silhouettes tendues, avançant vers le parking vide, sans savoir qu'ils marchaient droit dans le piège tendu par la police. Soudain, un cri ferme a déchiré le calme. « Police nationale, main en l'air !» Le fracas des bottes qui couraient, le claquement des lampes de poche qui s'allumaient, et puis un hurlement aigu de Philippe, si tranchant qu'il a déchiré la nuit. « Non, ce n'est pas possible !» a-t-il crié d'une voix pleine de terreur. Par la radio, j'ai entendu des bruits de lutte. « Martin, cours !» a crié Philippe, mais immédiatement un officier a ordonné « Ne bouge pas, lève les mains ou je tire !» On a entendu un coup, puis le corps de Martin tombant au sol à côté d'une camionnette blanche. « Ne bouge pas !» a ordonné une autre voix. J'ai entendu le son métallique des menottes se resserrant. Philippe pleurait, la voix en morceaux. « Vous vous trompez, je n'ai rien fait. » Mais j'ai tout de suite entendu son sac tomber par terre, des liasses d'argent apparaissant à la vue, et la voix froide d'un officier « Tu as quelque chose d'autre à dire ?» Assis dans la voiture, je n'ai plus pu me contenir. Les larmes coulaient silencieusement sur mes joues. Je ne savais pas si je pleurais de soulagement parce que le piège avait fonctionné ou de douleur face à la vérité que Philippe, que j'avais considéré comme un bon fils, avait été prêt à vendre ses propres enfants. Claire a pris ma main, l'a serrée fort. « Pierre, ils les ont arrêtés. Lucie et Mathieu sont en sécurité », a-t-elle dit d'une voix tremblante.
Mais la douleur en moi ne s'apaisait pas. Je pensais à ces nuits où Philippe s'asseyait avec moi, riant, partageant de petits rêves. Je l'ai cru, je l'ai aimé, je pensais qu'il était un bon père. Maintenant, il ne restait qu'un fantôme, quelqu'un qui avait voulu tout détruire. Une voix a retenti à la radio, brève mais autoritaire. Les 2 cibles ont été sécurisées, opération réussie sans perte. Dehors, les sirènes se sont allumées en même temps. Les lumières rouges et bleues tournaient, se reflétant sur les vieux murs de l'hôtel. J'ai entendu des moteurs de patrouille démarrer, des voix donnant des ordres, des pas précipités. La nuit semblait déchirée par le chaos, mais pour moi, c'était le signe que le filet du destin s'était finalement refermé. Quelques semaines plus tard, je me suis assis dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Marseille. L'air était lourd, dense, comme si les murs gardaient les secrets. Les bancs étaient pleins de voisins, mêlés à quelques journalistes armés de caméras et de carnets, leurs regards acérés, prêts à enregistrer chaque instant. J'ai serré fort Lucie et Mathieu contre moi. Les enfants se blottissaient contre moi, comme s'ils sentaient la tension dans l'atmosphère. Claire était à mes côtés, me caressant le dos, chuchotant « Pierre, aujourd'hui tout se termine, vous avez été très courageux. » Mais comment pouvais-je me sentir fort si mon cœur était en lambeaux? La vérité sur Philippe, sur son terrible plan, était sur le point d'être mise au jour. Et je savais qu'elle laisserait des cicatrices impossibles à effacer en moi et en mes petits-enfants. Sur le banc des accusés est apparu Philippe, avec l'uniforme beige de prisonnier, les cheveux emmêlés, sans trace du fils radieux que j'avais connu. Son visage était émacié, vieilli de 10 ans, les yeux enfoncés comme si sa culpabilité le poursuivait aussi. À ses côtés, Martin tremblait, les mains menottées, la tête baissée, incapable de regarder qui que ce soit. En le voyant, je ne savais pas quoi ressentir. Rage, douleur ou simplement un vide glacé dans la poitrine. J'avais aimé Philippe. J'avais cru qu'il était un bon père. Je le défendais même dans ses disputes avec son frère. Mais maintenant, il n'était qu'un étranger, un homme qui avait essayé de vendre ses propres enfants comme s'ils étaient une marchandise. Le procureur, un homme d'âge moyen, à la voix ferme, s'est levé et a commencé à parler. « Votre honneur, nous jugeons une affaire particulièrement grave liée au blanchiment d'argent, à la conspiration pour enlever des enfants et à la participation à une organisation criminelle transnationale. » Il a présenté une à une les preuves, chacune comme un coup de poignard de plus dans mon cœur. Le reçu de virement avec une somme énorme est apparu sur le grand écran, les chiffres en rouge faisant murmurer toute la salle. Ensuite, il a montré un tas de passeports falsifiés, des noms étranges qui rappelèrent le réseau criminel dans lequel Philippe et Martin étaient impliqués. 3 billets d'avion pour Madrid, seulement au nom de Philippe, Lucie et Mathieu, ont été projetés et m'ont fait serrer fortement les mains de mes petits-enfants pour qu'ils ne remarquent pas mon tremblement. Mais le moment qui a fait exploser la salle, c'est lorsqu'est apparue la photo de Lucie et Mathieu avec 2 cercles rouges et tordus marquant leur visage. Quelques femmes dans les rangées arrière se sont exclamées « Quelle horreur !» Le murmure a grandi comme une vague chargée d'indignation et d'effroi. Immédiatement, j'ai serré Lucie et Mathieu contre moi, leur couvrant les yeux. « Papy, qu'est-ce que c'est ?» a murmuré Lucie d'une voix innocente. J'ai caressé sa tête et j'ai répondu d'une voix brisée « Rien, ma fille, juste une vieille photo. » Mais intérieurement, je voulais crier, je voulais pleurer jusqu'à me vider. Comment pourrais-je leur expliquer que leur propre père les avait marqués comme cible d'une affaire criminelle? Le procureur a continué, sa voix de plus en plus tranchante, tout en présentant l'enregistrement de l'appel téléphonique qui avait tout changé. La voix de Philippe a rempli la salle, désespérée mais glaciale. « Martin, les enfants ont disparu, sans eux. Avec quoi allons-nous négocier ?» La voix de Martin a répondu brusquement. « Va d'abord à l'hôtel. L'intermédiaire attend. » La salle entière est restée silencieuse. On n'entendait que la respiration haletante de Philippe dans le haut-parleur. J'entendais chaque mot comme s'il se gravait au fer rouge dans mon esprit. Chacune de ces phrases était un couteau déchirant les souvenirs des jours où je croyais qu'il était un bon père.
L'avocat de la défense de Philippe s'est levé en essayant de le sauver. « Votre honneur, mon client est une victime manipulée par Martin Dubois. Il ne connaissait pas le réseau de traite et n'avait pas l'intention de faire du mal à ses enfants. » Mais le procureur a immédiatement répliqué d'une voix aussi tranchante qu'une lame. Dans l'enregistrement, l'accusé dit lui-même qu'il avait besoin des enfants pour négocier. C'est l'acte d'un complice, pas d'une victime. Il a pointé l'écran où l'enregistrement s'est répété et les paroles de Philippe ont résonné comme un aveu impossible à nier. Martin est resté silencieux, tête baissée, comme quelqu'un qui accepte son destin. Quand le marteau du juge a retenti, la salle entière est restée immobile un instant. Les accusés, Philippe Morel et Martin Dubois, sont condamnés à de nombreuses années de prison pour blanchiment d'argent, conspiration pour enlever des enfants et participation à une organisation criminelle transnationale, a déclaré le juge, sa voix grave et ferme. La salle a explosé en commentaires. Certains secouèrent la tête, indignés, d'autres murmuraient avec effroi. Je suis resté assis, serrant la main de Claire, respirant soulagé, mais avec un nœud amer dans la gorge. La justice avait été rendue, mais elle ne pouvait pas effacer la douleur dans mon cœur. Lucie a tiré sur ma chemise d'une voix très basse. « Papy, où est papa ?» La question de ma petite fille m'a traversé comme un couteau. Je l'ai serré fort, incapable de répondre. Comment lui dire que son père, qu'elle aimait, était emmené menotté derrière les barreaux? Mathieu, assis à côté, a levé la tête avec les yeux grands ouverts. « Papa est parti en voyage d'affaires, papy ?» J'ai simplement acquiescé, des larmes coulant en silence. « Oui, il est très occupé, mais papy et votre oncle Auguste seront toujours là avec vous. » Ils ont hoché la tête, mais je savais que cette vérité resterait comme une cicatrice éternelle dans leur cœur. Quand nous sommes sortis du tribunal, le soleil brûlant de midi tombait en plein sur la place. Les gens se dispersaient entre rires et conversations mêlées au bruit de la circulation, mais pour moi, tout semblait s'évanouir. Claire m'a pris la main et, d'une voix douce, a dit « Pierre, vous avez sauvé vos petits-enfants, vous êtes leurs héros. » J'ai souri faiblement, mais intérieurement, je ne me sentais pas comme un héros. J'étais juste un grand-père essayant de protéger ce qui restait de ma famille. La vérité, bien que cruelle, avait finalement été révélée. Plusieurs mois se sont écoulés depuis le procès, et la vie de mes petits-enfants et la mienne a peu à peu trouvé un nouveau rythme à Marseille. J'ai loué un petit appartement près de la place centrale où chaque matin les cloches de l'église sonnaient clairement comme une mélodie paisible me sortant des cauchemars sur Philippe et Martin. L'appartement n'était pas grand, juste un petit salon, un coin cuisine et 2 chambres étroites. Mais pour moi, c'était un refuge, un nouveau foyer pour Lucie et Mathieu. Chaque matin, je me levais tôt, préparais le petit déjeuner, un sandwich aux œufs pour Mathieu, des biscuits avec du lait pour Lucie. Je coiffais Lucie, ajustais le col de l'uniforme de Mathieu et les emmenais à l'école primaire, près de l'église Saint-Laurent. En les voyant courir vers la classe, me saluant avec un sourire radieux, je sentais une étincelle d'espoir se glisser dans mon cœur, bien que la douleur continue de brûler comme une plaie ouverte. Un après-midi, alors que j'arrosais quelques pots de chrysanthèmes sur le balcon, un taxi jaune s'est arrêté devant la porte. La porte s'est ouverte et Auguste est descendu avec un sac de voyage à l'épaule et la chemise froissée après le long trajet depuis Lyon. Mon fils était visiblement plus mince, le visage émacié, les yeux enfoncés, comme s'il portait une histoire trop lourde. J'ai lâché l'arrosoir d'un coup. L'eau a éclaboussé le sol et j'ai couru pour le serrer dans mes bras. « Auguste, tu es enfin revenu !» me suis-je exclamé d'une voix entrecoupée, le serrant avec force, comme si j'avais peur qu'il disparaisse, comme ces jours tranquilles qui étaient déjà partis. Auguste m'a serré dans ses bras, puis s'est agenouillé et a ouvert les bras quand Lucie et Mathieu ont accouru de l'intérieur de la maison, criant avec excitation « Tonton, tonton !» Ils se sont jetés contre sa poitrine, entre les rires. Et à cet instant, j'ai vu les yeux d'Auguste briller, même si ce n'était que pour une seconde. Ce soir-là, tous les 4, nous nous sommes assis autour de la petite table, dans la cuisine.
J'ai préparé le pot-au-feu qu'Auguste aimait depuis son enfance, l'arôme du bouillon et des légumes remplissant la maison de chaleur. Lucie a raconté des histoires de l'école, et Mathieu a montré un dessin que sa maîtresse avait complimenté. Mais l'ambiance restait chargée, comme si nous savions tous qu'il y avait un sujet en suspens, quelque chose qui devait être dit. Après avoir ramassé les assiettes, j'ai envoyé les enfants dans leur chambre jouer avec des puzzles et me suis assis face à Auguste. « Fils, je dois tout te raconter », ai-je dit d'une voix grave, entrelaçant mes mains pour contenir le tremblement. J'ai commencé à parler lentement. Depuis cet après-midi, au pressing de M. Laurent, quand j'ai reçu la veste et découvert le sac en plastique avec le reçu de virement et la photo de Lucie et Mathieu marquée d'un cercle rouge. Je lui ai parlé du voyage en train nocturne, du coffre-fort sous le meuble, des billets d'avion pour Madrid sans son nom, et du procès où la terrible vérité sur Philippe et Martin a été révélée. Chaque mot était comme un coup de poignard, non seulement pour moi, mais aussi pour le cœur d'Auguste. Il est resté silencieux, passant ses doigts dans ses cheveux ébouriffés, les yeux rougis, et quand je lui ai raconté la partie où Philippe appelait les enfants marchandises pour négocier, Auguste a frappé la table de sa main et, d'une voix brisée, a dit « Assez, papa ». Il s'est levé et a commencé à marcher d'un côté à l'autre dans la petite pièce, comme s'il ne pouvait pas supporter le poids de la vérité. « Papa, en réalité, je soupçonnais déjà Philippe depuis un certain temps », a dit Auguste d'une voix pleine d'angoisse. Il sortait tôt et rentrait tard. Il cachait son téléphone et soudain, de grosses sommes d'argent disparaissaient de la maison. Je lui posais des questions, mais il disait toujours que c'était de l'argent du travail. Je ne voulais pas croire qu'il pouvait faire quelque chose de mal. Je pensais qu'il protégeait la famille, mais il s'avère que j'étais juste un idiot. Il s'est arrêté. Il a détourné le visage. Ses épaules tremblaient. Je me suis levé. J'ai pris la main tremblante de mon fils sans rien dire, partageant juste silencieusement sa douleur. Je savais que la souffrance d'Auguste n'était pas seulement due à la trahison de son frère, mais aussi au sentiment d'impuissance de n'avoir pas pu protéger ses neveux et nièces, Lucie et Mathieu. De la chambre, ils sont sortis silencieusement, comme s'ils percevaient la tension dans l'air. « Papy, tonton est triste ?» a demandé Lucie doucement. J'ai acquiescé, je l'ai attiré vers moi et j'ai ajouté un morceau de viande de plus dans son bol. Tonton est juste fatigué du voyage. Mange tranquillement. Mathieu s'est mêlé à la conversation d'une voix innocente. Tonton, demain on joue au Lego ensemble? Auguste a souri faiblement et lui a caressé la tête. Oui, demain on joue. Mais je savais que ce sourire n'était qu'un masque pour cacher son cœur brisé. Après le dîner, quand les enfants étaient déjà profondément endormis dans leur chambre, Auguste s'est assis à côté de moi et a dit avec fermeté « Papa, je vais demander la garde complète de Lucie et Mathieu, et avec toi, je vais reconstruire une nouvelle vie pour eux. » Je l'ai regardé et dans ses yeux, j'ai vu une détermination que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Tu es sûr, Auguste ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. Il a acquiescé, serrant ma main. « Je ne peux pas lui pardonner, papa, ce n'est pas pour moi, c'est pour Lucie et Mathieu. Ils méritent une vie sûre, et je ferai tout pour qu'ils soient heureux. » J'ai acquiescé, les larmes aux yeux. Enfin, mon fils avait trouvé le courage d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Cette nuit-là, je suis resté sur le balcon à regarder la petite rue, éclairée. La lumière jaunâtre des lampadaires dessinait des ombres intermittentes. Et de l'intérieur de la maison, la voix d'Auguste lisant des contes aux enfants se mêlait au rire cristallin de Lucie et Mathieu. Et alors le petit ours en peluche a dit « Je n'ai plus peur du noir », a lu Auguste, et j'ai entendu Mathieu s'exclamer « Il est courageux, le petit ours ». Le son des pages qui tournaient se mêlait à l'ambiance, apportant une paix fragile mais inestimable. J'ai fermé les yeux, respiré profondément et senti un peu de chaleur revenir dans mon cœur. Le temps a passé en silence. Le petit appartement que j'avais loué est vraiment devenu un foyer où, peu à peu, les blessures des 3 générations ont guéri. Le tribunal avait déjà rendu son verdict final, accordant toute la garde de Lucie et Mathieu à Auguste et à moi.
En entendant la nouvelle, je me suis assis sur le canapé, serrant fort une tasse de thé chaud, avec la sensation que la lourde pierre qui m'oppressait la poitrine s'était enfin soulevée. Chaque dimanche matin, j'emmenais Lucie et Mathieu au parc voisin. Les cloches de l'église Saint-Laurent sonnaient, se mêlant au chant des oiseaux dans les arbres. Auguste, qui travaillait maintenant de manière stable à Marseille, jouait souvent au football avec Mathieu sur l'herbe verte. Le petit garçon, avec ses petites jambes, courait derrière le ballon, souriant de toutes ses dents. « Tonton, tire fort !» Pendant ce temps, Lucie faisait joyeusement des tours sur son tricycle autour de la fontaine, sa queue de cheval haute ondulant dans le vent. Je me suis assis sur le banc, savourant une tasse de café chaud, regardant les trois jouer sous le soleil. La lumière filtrait à travers les feuilles, répandant des éclats dorés sur le sol. Et à cet instant, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais eue auparavant, comme si la tempête était passée et que le ciel redevenait enfin clair. Un après-midi, toute la famille est allée ensemble au marché sur la place centrale. L'air était rempli de l'arôme de crêpes, de grillades et de fruits frais. Lucie, les yeux brillants, a choisi elle-même une vieille bande dessinée au stand de livres, feuilletant chaque page avec enthousiasme. « Papy, celle-ci a une princesse qui monte un dragon », s'est-elle exclamée en me montrant le livre. J'ai souri, j'ai caressé sa tête. « Tu as très bien choisi. Ce soir, je te le lirai. » Mathieu, en revanche, insistait pour un ballon en forme de super-héros tirant sur la chemise d'Auguste. « Tonton, achète-le-moi. Les super-héros volent très haut. » Auguste a éclaté de rire. Il a sorti son portefeuille et a payé tandis que je choisissais en silence les bottes de légumes les plus fraîches, quelques tomates bien rouges et un sac de maïs pour préparer un pot-au-feu. Ces moments simples, comme de petites pièces d'un puzzle, recomposait peu à peu la famille qui semblait s'être brisée. Dans l'appartement, j'ai accroché au mur du salon les dessins maladroits de Lucie et Mathieu. Il y avait 4 personnes. Moi, Auguste, Lucie et Mathieu. Se tenant la main sous un toit rouge, avec un grand soleil et quelques nuages blancs. Lucie a pointé le dessin avec fierté. « C'est notre maison, papy. Le toit rouge. Je l'ai choisi parce que c'est ma couleur préférée. » J'ai regardé l'image avec un sourire doux, mais j'ai senti un nœud dans la poitrine. Sur le dessin, il n'y avait pas leur père, et je savais que malgré tous mes efforts, ce vide serait toujours là. J'espérais seulement que l'amour d'Auguste et le mien serait suffisant pour combler un peu cette absence dans le cœur des enfants. Parfois, je voyais l'image de Philippe dans les journaux, généralement dans de courtes notes sur l'affaire, accompagné d'une photo où il apparaissait décharné, sans vie derrière les barreaux. À chaque fois, je cachais le journal, l'enfonçais au fond de la poubelle, ne voulant pas que Lucie ou Mathieu le voient. Ils étaient trop petits pour comprendre, et je ne voulais pas que leurs sourires innocents soient ternis par une vérité cruelle sur leur père. Mais je savais qu'un jour, je devrais leur dire. Je devrais leur expliquer pourquoi ils n'étaient plus là. Cette pensée me faisait frissonner, mais je me répétais que lorsque le moment viendrait, je trouverais un moyen de leur faire comprendre sans que cette douleur ne les détruise. Le soir, quand Lucie et Mathieu dormaient profondément, je m'asseyais à la table de la cuisine et ouvrais le vieux journal que j'avais commencé à écrire depuis mes premiers jours à Marseille. Ma main, maintenant moins tremblante, glissait sur les pages, laissant ces mots « Aujourd'hui, Lucie a dessiné une famille. Elle ne sait pas que ce toit rouge est tout ce que nous avons. Mais je ferai tout pour qu'ils restent toujours solides. Ils grandiront entourés d'amour et de vérité, pas de mensonges ni de peur, et plus jamais personne n'osera utiliser un stylo rouge pour marquer leur visage. » J'ai fermé le journal, éteint la lumière, ne laissant que le son de la respiration paisible de mes 2 petits anges dans la chambre à côté et le doux murmure du vent nocturne qui entrait par la fenêtre. Parfois, dans mes rêves, je vois encore l'image de Philippe, non pas celle du tribunal, mais celle de ce jeune homme qui est un jour entré timidement dans ma vie avec un bouquet de marguerites à la main et un sourire nerveux. Je me réveille et les larmes coulent silencieusement, non par nostalgie, mais pour la douleur d'une confiance trahie.
Mais alors, j'entends Lucie m'appeler joyeusement du salon, ou le rire espiègle de Mathieu jouant avec son oncle. Et je sais que je ne peux pas laisser le passé me tirer vers le bas à nouveau. J'essuie mes larmes, je me lève, et je me prépare pour une nouvelle journée pour ma petite famille. Un soir, après avoir lu une histoire à mes 2 petits-enfants, Auguste est resté avec moi dans le salon. « Papa, j'ai trouvé un emploi stable ici », a-t-il dit d'une voix grave mais ferme. « Je veux rester à Marseille, élever les enfants avec toi. Nous allons y arriver, n'est-ce pas ?» J'ai regardé mon fils et j'ai vu une détermination dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis qu'il était enfant. « Bien sûr, fils, » ai-je répondu en prenant sa main. « Nous allons y arriver parce que nous nous avons l'un l'autre. » Auguste a souri et pour la première fois depuis de nombreux mois, ce sourire n'était plus aussi lourd. Dans l'obscurité, alors que la lumière de la rue filtrait à travers les fentes des rideaux, j'ai réalisé que ma famille, après la tempête, était vraiment née à nouveau. C'était une renaissance douloureuse, construite sur les morceaux brisés de confiance et d'amour, mais pleine d'espoir. Je me suis levé, je suis allé sur le balcon et j'ai regardé la rue tranquille. Les cloches de l'église sonnaient au loin comme un rappel que peu importe combien le passé a été cruel, nous, moi, Auguste, Lucie et Mathieu continuerons d'avancer avec l'amour comme phare éclairant le chemin. Au fond de mon cœur, je comprenais que tout ce qui s'était passé n'était pas seulement la tragédie de ma famille, mais aussi un avertissement pour tous. Parfois, la personne qui vous blesse est justement celle en qui vous aviez le plus confiance. La naïveté et la foi aveugle peuvent devenir la porte ouverte par laquelle l'obscurité entre. Mais j'ai aussi compris que l'amour et le courage d'un père, d'un grand-père, ont toujours la force de protéger et de guider. Je veux dire une chose à tous. Apprenez à observer attentivement les signes étranges. Ne fermez pas les yeux par peur de faire face à la vérité. La famille n'est vraiment préservée que lorsque nous avons le courage de la défendre de tout cœur et avec fermeté, même face à la plus douloureuse des trahisons. L'histoire que vous venez d'entendre a été modifiée pour protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne la racontons pas pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un l'écoute et s'arrête pour réfléchir. Combien de pères souffrent en silence dans leur propre maison? Je me demande vraiment, si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Choisiriez-vous de rester silencieux pour maintenir la paix ou auriez-vous le courage de tout affronter pour retrouver votre propre voie? Je veux connaître votre opinion, car chaque histoire peut devenir une bougie qui éclaire le chemin de quelqu'un d'autre. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Conseils de Papy et de partager votre point de vue dans les commentaires. Dieu vous bénisse toujours. Et j'ai la certitude que le courage nous mènera vers des jours meilleurs. Pour l'instant, je vais laisser 2 des histoires les plus appréciées de la chaîne sur l'écran final. Je pense que vous serez surpris. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici.